Bonsoir, nouvelle édition du journal de bord du FN 92 avec Rémi Carillon, notre Bonsoir secrétaire départemental, et moi-même, Geoffroy Randepierre, Rémi étant candidat à Clichy et moi-même à Levallois-Perret. Alors ce soir, je voulais vous parler de la stratégie, ce que j'appelle en tout cas la stratégie du brouillard. Premier thème, et le deuxième thème étant le pacte de compétitivité que François Hollande a présenté récemment. Alors la stratégie du brouillard, qu'est-ce que c'est? On observe depuis quelques mois, on va dire, le gouvernement qui, de façon tout à fait évidemment volontaire, essaie de nous enfumer avec des sujets qui sont très subalternes, hein, finalement. Alors on a eu Leonarda, dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais plus, on a eu les salles de shoot, on a eu un grand débat sur la prostitution, on a eu l'affaire des quenelles, magnifique. On a maintenant l'égalité homme-femme, on a également la question de l'IVG et les questions de couple de François Hollande avec Valérie, Julie, François, le triptyque que l'on connaît. Des sujets absolument fondamentaux que les Français, évidemment, suivent de très très près, c'est ce qui n'est évidemment pas vrai, puisque les Français, malheureusement, ils suivent d'abord la vie économique du pays, qui, elle, est loin d'être la meilleure. Alors, c'est très intéressant, parce que ces sujets-là sont là pour effacer l'essentiel, pour masquer en tout cas l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va prendre l'actualité du jour, les chiffres de la sécurité, ou de l'insécurité. Ça dépend de quelle façon vous prenez le sujet. Donc Manuel Valls a présenté aujourd'hui ces chiffres, qui sont, disons-le, pas très très bons. Hausse des cambriolages, évidemment, hausse des cambriolages de plus de 5% dans les campagnes, après une énorme hausse connue en 2012 de 15%. Les cambriolages dans les résidences principales, dans les résidences secondaires, plus 18%. Les homicides volontaires, les violences aux personnes en zone de gendarmerie, plus 15, respectivement 15 et 5,7%. Et les vols sans violence, en revanche, semblent être légèrement en baisse, au moins un point positif. Tout ça pour dire que l'action, on va dire caricaturale de Manuel Valls ces derniers mois, notamment avec le point culminant étant l'affaire Dieudonné, l'affaire de la quenelle, tente à montrer que ce ministre, en fin de compte, tend plutôt à faire sa com, hein, tout simplement, faire sa com, se mettre volontairement en avant et laisser les côtés, l'information peut-être plus fondamentale de côté, donc évidemment au détriment de l'ensemble des Français. C'est évidemment regrettable parce que c'est une stratégie de mensonge pour masquer d'une part la réalité, pour, je l'ai déjà dit, mettre en valeur le personnage de Manuel Valls. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça. Le plus inquiétant, c'est pas ça, c'est que on a vu très récemment sur l'affaire Dieudonné un ministre de l'Intérieur qui est prêt à tout, hein, quasiment, pour se faire valoir dans l'opinion, se faire valoir surtout, je crois, face à son patron, hein, François Hollande. Et l'affaire de Dieudonné est très révélatrice de ce point de vue-là. Il y a un élément également extrêmement inquiétant, c'est une citation que Manuel Valls a faite récemment sur la surveillance renforcée de l'Internet. Parce que là, on touche le cœur du sujet qui est pour moi fondamental, c'est la liberté d'expression, qui a déjà été mise à mal, on l'a vu avec le rapport du Conseil d'État qui a été délivré en 2 heures sur ordre, disons-le. Et je crains que l'on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que dans la liberté d'expression qui est totale aujourd'hui sur Internet, eh bien Manuel Valls souhaite, très clairement, il l'a dit, donc je ne fais que lire sa déclaration, le degré de haine latent exprimé sur les réseaux sociaux est d'une intensité incompatible avec notre ambition républicaine. Très bien. Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le propos qui n'est pas en adéquation avec, ou que Manuel Valls juge, comme il dit, haineux, ou en tout cas pas en adéquation avec sa propre sensibilité, est un propos qui devrait tomber, parce que c'est le fond de sa pensée, sous le coup de la loi. Donc là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger représenté par le ministre de l'Intérieur pour nous tous, pour la liberté d'expression, quelles que soient les options politiques de chacun. Et je crois que là, dans les quelques séquences que j'ai citées qui se sont écoulées sur ces derniers mois, on a l'impression d'avoir un personnage qui est plus tout à fait finalement un simple ministre de l'Intérieur, mais qui prétend suivre un autre destin, voilà, que le simple destin du ministre de l'Intérieur qu'il est encore aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est très inquiétant. Merci Geoffroy pour cette analyse très intéressante. Alors donc tu viens un peu de parler de la nation. Moi je suis candidat au municipal et je chapeaute également l'ensemble du département des Hauts-de-Seine. Donc je vais vous faire un petit bilan déjà
de là où nous en sommes aujourd'hui pour ces campagnes. Bon, nous avions l'intention de présenter 15 listes. Il est certain qu'on a du mal à les monter. Donc je fais un appel solennel à tous les Français qui veulent que les représentants de Marine Le Pen soient présents à cette élection, mais non seulement à l'élection, mais bien sûr dans les conseils municipaux, c'est-à-dire en étant élus. Sachez un certain nombre de listes ne sont pas complètes, et loin s'en faut. Alors, les listes complètes, je les cite quand même parce que ça fait plaisir. Clichy, Courbevoie, Saint-Cloud, Suresnes, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux qui est en bonne voie. Alors on a eu une mauvaise nouvelle à Clamart puisque notre candidat de tête de liste, qui était un homme né en 1934, donc il a ses 80 ans cette année, est tombé malade, gravement malade, et donc il jette l'éponge. Je crois savoir qu'une dame qui était sur la liste va prendre sa succession, donc rien n'est perdu. Je pense que Clamart sera peut-être la 7e commune où le Front National et le Rassemblement Bleu Marine seront présents. Alors, reste des communes comme la tienne, Geoffroy, où on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc mobilisez-vous. Dites-vous bien que le pouvoir que Marine a la possibilité d'avoir en 2017, elle ne l'aura que si vous aussi, vous avez pris ce pouvoir localement. Ne la laissez pas seule, ne laissez pas nos candidats seuls, ce n'est pas possible. C'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire quand même de réunir moins de 50 personnes dans une population comme la tienne qui doit être de l'ordre de 60 000 habitants, sinon plus. Eh ben non, on a du mal. C'est bizarre. Je dirais que le système politique se protège bien en imposant des lois électorales un peu hard comme ça, parce qu'il est bien certain que sur une liste de 40 personnes, on aura peut-être 6 élus. Donc ça veut dire qu'il y a 34 personnes qui sont là pour faire du remplissage. Néanmoins, il faut respecter la loi. On l'a toujours fait au Front National depuis plus de 40 ans que nous nous présentons aux élections. Alors, je voudrais aussi vous parler un peu d'urbanisme, parce qu'un point commun de toutes nos communes autour de Paris, c'est le problème du transport. Aujourd'hui, vous avez en région parisienne 200 à 220 km de bouchons par jour. Vous voyez ce que ça donne au point de vue économie, au point de vue stress, au point de vue écologique. J'entends par là la pollution, que ce soit la pollution sonore ou bien sûr le CO2. Tout ça nuit considérablement à l'économie. Donc la priorité que moi personnellement j'ai envie de fixer pour ma commune de Clichy, c'est d'améliorer les transports. Et j'entends par là non seulement les transports en commun, qui bien sûr doivent l'être, mais également le transport routier. L'automobile est un outil de liberté extraordinaire puisqu'il permet de se déplacer d'un point A à un point B à l'heure qu'on veut, quasiment dans le temps qu'on veut, avec jusqu'à 5 personnes dans sa voiture. Enfin bref, la SNCF ne propose pas ça, le métro non plus, les bus non plus. Donc c'est un instrument de liberté. Aujourd'hui, par la coercition, on empêche, par exemple, les banlieusards d'entrer dans Paris. Alors, c'est un beau succès du maire de Paris, simplement ça nuit là encore à l'économie. Nos banlieues elles-mêmes ont très souvent, je vois bien sûr à Clichy, l'avenue principale qui s'appelle le boulevard Jean Jaurès, qui est systématiquement encombrée tous les matins. Alors en particulier par des voitures garées en double fil à 8 h du matin, vous voyez ce que ça peut donner. Donc le maire, les maires que nous serons, ou les conseillers municipaux que nous serons, devront se donner comme premier objectif de construire des parkings situés à des endroits importants, là où il y a bien sûr les embouteillages. Deuxièmement, l'histoire de nos communes, c'est d'avoir été d'abord des villages qui ont cru à partir de ce village et qui étaient bien sûr desservis par une voie unique qui arrivait au centre du village. Cette voie unique s'est élargie, mais elle arrive toujours au centre de la ville et maintenant, bien sûr, elle traverse la ville, moyennant quoi, tous les matins et tous les soirs, nous sommes tous devant des boulevards surchargés. Or, entre ces communes, il y a de la place très souvent. Très souvent, il y a eu de la place pour construire des entreprises qui, tout à fait entre nous, pour la plupart, se sont expatriées en dehors des villes, ne serait-ce que pour grandir. Donc dans ces espaces-là qui sont soit des friches, soit on en a profité pour construire des HLM, il y a de la place pour construire des boulevards de contournement. Et donc faire en sorte que les centres-villes ne connaissent plus les embouteillages monstrueux qu'ils connaissent actuellement partout. Voilà une idée. Quant au métro de Clichy, vous savez que la ligne 13 se coupe à la fourche en deux, l'une qui va vers Clichy-Asnières et l'autre qui va vers Saint-Ouen.
Je préconise de couper cette branche, de faire que la ligne 13 ne se desserve plus que Clichy-Asnières, parce que Saint-Ouen va bientôt, en 2007, profiter du prolongement de la ligne 14. Autrement dit, désormais, Saint-Ouen sera desservi par 2 métros. Donc, je pense que priorité à Clichy et à Asnières pour la ligne 13. Voilà ce que je voulais vous dire au point de vue transport et un petit peu urbanisme. Alors, le pacte de compétitivité, donc sujet, on va survoler simplement, mais sujet ardu qui a été présenté récemment par François Hollande. 2-3 réflexions sur ce thème-là. On a beaucoup parlé des cotisations sociales, de l'exonération des cotisations sociales pour les entreprises. Bon, il faut savoir aussi que les cotisations, de quoi on parle? C'est-à-dire que le taux de cotisation aujourd'hui, c'est 5,25% d'un salaire brut. Donc il faut immédiatement dire la chose suivante, ce n'est pas, et notamment pour les petites et très petites entreprises, ce n'est pas parce que vous allez exonérer même de 5% de charges sur les salaires des petites entreprises, que celles-ci vont avoir la marge et la capacité à embaucher. Parce que vous prenez 5% d'un salaire médian français qui est à peu près de 1500-1600 euros, vous n'allez pas loin non plus. Donc juste pour qu'on ait à l'esprit qu'on ne parle pas non plus, comme on semble avoir en tout cas cette idée-là qu'on entend les uns et les autres au gouvernement, d'avoir affaire à une révolution économique au sein de la fiscalité des entreprises. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir aujourd'hui que depuis le début de la crise, 2008, les entreprises souffrent. Elles souffrent énormément. La trésorerie des entreprises est pour beaucoup à sec. Et lorsque l'on entend les hommes politiques aujourd'hui demander immédiatement, après avoir donné 10 milliards d'euros, parce qu'en réalité, si on fait les bons calculs, on parle de 10 milliards d'euros, immédiatement dire il va y avoir des conditions à cela et nous allons être très attentifs à ce que les entreprises embauchent. Bon, c'est un peu la technique du noyer, à qui vous avez maintenu la tête dans la piscine, et lorsque vous la sortez, et alors qu'il est en train de suffoquer encore, vous lui dites est-ce qu'on y retourne ou pas? Bah non, évidemment que non. Donc la question n'est pas de savoir si on doit mettre des conditions à cette baisse des charges. Il n'y a pas de la capacité aujourd'hui, il n'y a pas la capacité pour les entreprises à embaucher, y compris à court terme en tout cas, dans la conjoncture économique actuelle, avec une baisse de 5% des charges liées aux cotisations familiales. Donc, à mon sens, il serait tout à fait opportun de laisser 2 ou 3 ans aux entreprises la capacité à se refaire de la trésorerie d'une part, des marges liées à la commercialisation de leurs produits, parce que c'est essentiel pour la vie des entreprises, avant de prétendre à toutes conditions liées à ce pacte de compétitivité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette année en tout cas, fin 2013, au dernier trimestre 2013, l'INSEE a révélé un chiffre terrible, c'est que les marges des entreprises françaises étaient tombées à un niveau historiquement faible depuis 1985. Et c'est donc évidemment sous l'effet combiné d'une hausse, ce n'est pas plutôt sous l'effet combiné d'une hausse de la masse salariale et des cotisations liées aux impôts que les entreprises vont pouvoir rapidement, en tout cas dans les 2 ans qui viennent, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, la conjoncture économique ne va pas soudainement s'améliorer, qu'on pourra prétendre demander quoi que ce soit aux entreprises alors qu'on leur a juste finalement donné 10 milliards. Voilà donc. Par contre, si on veut réaliser des économies, des pistes de réflexion très simples, mais toujours pas explorées d'ailleurs par le gouvernement, l'immigration, la fraude sociale, 20 milliards, la décentralisation qui coûte aussi très cher à la France, la fonction publique territoriale, je crois que c'est un mystère pour personne qu'il y a aujourd'hui à peu près 2 millions de fonctionnaires territoriaux, il y a une bonne dépense publique d'État, il y en a une mauvaise. Voilà, bon, malheureusement, ça a commencé avec le gouvernement précédent. On a malheureusement tendance à taper dans la bonne et laisser la mauvaise graisse, si je puis dire, s'amplifier et s'étendre. Voilà. Donc on espère tous, ça viendra peut-être un jour, en 2017, pourquoi pas, que toute cette orientation finalement économique change. Et c'est en tout cas le sens du combat que l'on peut mener aujourd'hui. Très bien, je vois que tu as l'Express qui parle de la bonne ville de Clichy. Oui, absolument. Oui, je vais peut-être te laisser le soin. Voici un exemple type de ce que les journalistes font ou ne font pas, par exemple. En l'occurrence, voici
tout un article sur la bonne ville de Clichy et ses élections municipales. Un dossier de 7 pages. On y trouve tous les candidats, sauf le candidat du Front National que je suis. Alors c'est amusant parce que la raison invoquée, c'est de dire, bah oui, mais vous n'êtes pas au conseiller municipal, donc pour le moment, vous n'avez pas de légitimité. Mais justement, si on est candidat, c'est bien pour obtenir cette légitimité. Ce qui est aussi amusant, c'est que M. Schuller y est et il n'est pas non plus conseiller municipal. Bref, c'est un petit peu triste, un petit peu rigolo, mais un petit peu triste. Alors, je vais lancer une petite annonce, c'est que pour la ville de Villeneuve-la-Garenne, nous avons une liste, mais nous n'avons pas de tête de liste. Donc, avis aux amateurs, que ce soit une femme ou un homme, nous avons besoin de vous, encore une fois, et en particulier, donc, à Villeneuve-la-Garenne. Bonsoir. Bonsoir à tous.